Nouvel épisode du podcast Sauce Secrète. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Gaillot. Jeanne, elle a un parcours qui est assez intéressant. Elle a été copywriter en CDI plusieurs années. Elle a été formée aux méthodes Agora. Donc, on parle un peu de ça. On parle de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a retenu. On parle ensuite de son lancement en freelance. Et donc, au début, en tant que copywriter. Et ensuite, elle a bifurqué vers le ghostwriting LinkedIn. Donc, on parle beaucoup de LinkedIn. On rentre dans le détail de sa stratégie, sa routine. Ce que je retiens, c'est qu'elle a publié pendant 1 an et demi tous les jours, samedi et dimanche compris. Donc, énorme travail pour se faire un nom au départ. On parle de son framework des 4 U pour réussir des accroches sur LinkedIn. On parle pas mal aussi de comment est-ce qu'on prend soin de soi en freelance pour durer, et notamment les bénéfices du sport. On parle des commentaires sur LinkedIn, on parle de la place des visuels et des photos sur LinkedIn. Bref, plein de sujets super intéressants. On parle d'acquisition, de ses offres. Encore un épisode très riche. Donc, comme d'hab, si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire. Allez suivre Jeanne et je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, bonjour Jeanne. Hello. Bah, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Comme on se disait juste avant, on se suit, mais sans s'être jamais parlé. Donc, écoute, c'est l'occasion. Le podcast, c'est l'occasion. Merci à toi pour ton invitation. Écoute, je suis ravie d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Jeanne Gaillot, je suis ghostwriteuse LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que j'interviens pour aider différents types de profils à performer sur le réseau, que ce soit pour courir après différents objectifs, trouver des clients, gagner en visibilité, gagner en crédibilité. Bref, j'interviens à la fois sur le volet stratégique et à la fois sur le volet opérationnel pour, aider les dirigeants qui n'ont pas le temps à asseoir une présence, qui soit efficace sur LinkedIn. Ok. T'es basé où en ce moment? Là, je viens d'arriver en Suisse. Ok. Et t'étais où avant? Alors avant j'étais en Suisse, après on a fait un voyage en Asie du Sud-Est pendant plusieurs mois avec mon mari et là Oui, je j'ai viens vu de ça sur retourner en LinkedIn. Ouais. Suisse. Ok. T'étais où? Alors on a fait plusieurs pays, on a fait l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et on a fini par Maurice. Qu'est-ce que t'as préféré? L'Indonésie, gros coup de cœur, c'était incroyable, c'était le début du voyage et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que c'est mon coup de cœur. Mais, tout était incroyable, mais l'Indonésie, on a vraiment, vraiment adoré et déjà hâte d'y retourner. Et tu travaillais du coup en voyageant? Ouais, exactement, Et ça a été? exactement. Écoute, ça a été un sacré challenge. Je savais pas trop, si j'allais réussir à m'adapter. Finalement, ça a été, plus simple que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai bien réussi à balancer le côté voyage et puis, continuer à suivre mes clients en parallèle. Mais, sacré challenge avec le décalage horaire quand même, pour essayer d'être, joignable le plus possible et puis Ouais. d'assurer un suivi, toujours hyper quali parce que c'était le principal, pour mes clients. Ouais. Mais écoute, ça s'est bien passé. Et tu bossais où? Tu étais dans des cafés ou tu prenais des coworking? En fait, quand t'as pas de visio, c'est assez facile, mais je trouve qu'on a des visios à organiser, tu vois, t'assurer que tu as de la Wi-Fi, et cetera, c'est pas toujours évident. La Wi-Fi, c'était un peu le gros point, surtout, dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est. C'était plus compliqué que d'autres. J'avoue que c'était un peu un critère pour moi, donc on choisissait aussi les logements en fonction, Mmh. du du réseau. Et sinon, ouais, dans les cafés, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais sinon directement dans les Airbnb, si on a une bonne connexion, ça faisait l'affaire généralement. OK. Et tu suisse ou tu française? De base, je suis française, OK. T'as grandi où? à Limoges. OK. Limoges, donc centre de la France. Après, j'ai été à Bordeaux pour les études. Après, j'ai traversé la France pour aller à Évian, quand j'ai pris mon poste en Suisse. Donc pendant quelques mois, je faisais les trajets, en bateau, pour Ouais. traverser le lac, tous les matins et puis ensuite on a déménagé, en Suisse, en 2021 jusqu'en 2024 quand on est, partis, du coup en voyage et puis là, on est de retour depuis, quelques jours donc on est encore un petit peu, dans les cartons. OK. Et tu faisais quoi avant d'être freelance?
Alors avant d'être freelance, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, on va dire, parce que de base, j'ai un profil qui est ingénieur. Je suis ingénieure en biologie, donc très, très OK, éloignée, marrant. de l'écriture, très, très éloignée du monde littéraire aussi. J'ai fait des études, d'ingénieur en agroalimentaire, on va dire de manière un peu plus précise. J'ai fait un double diplôme en marketing et communication qui a commencé à me faire switcher un petit peu Mmh. de voie pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus créatif que j'avais beaucoup refoulé pendant mes études pour aller vers quelque chose de très carré, de très scientifique, qui me ressemble aussi, mais il me manquait la partie créative que j'ai trouvée un peu dans le marketing et la com. Et après ça, j'ai fait mon stage de fin d'études en marketing et communication pour une entreprise de cosmétiques. Donc ça liait un petit peu le côté biologie et le côté marketing et com. Et puis de fil en aiguille, après, j'ai continué sur le marketing parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Et quand il y a eu le covid, j'ai été, licenciée économiquement, par la start-up dans laquelle je travaillais et j'ai eu l'opportunité de, venir travailler en Suisse dans une entreprise qui faisait du marketing direct. Donc pour le coup, rien à voir avec le marketing vraiment traditionnel. Ça m'a mis un peu un pied dans l'écriture, le copywriting, ce que je ne connaissais absolument pas. Mmh. Et du coup, c'est là que j'ai découvert l'écriture, de vente, l'écriture de persuasion, que j'ai désappris beaucoup de choses que j'avais apprises, en Mmh. termes de rédaction et c'est là que, le déclic s'est opéré, on va dire, pour switcher du marketing vers l'écriture à proprement parler et me spécialiser un petit peu plus là-dedans. OK. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une entreprise qui faisait, des compléments alimentaires, justement et on vendait, grâce au copywriting, sur différents canaux, que ce soit, emailing, page de vente, Mmh. des ads et cetera. C'est SNI? C'est pas SNI, c'est, l'autre. C'est Il y l'autre? en a OK. ouais, il y en a C'est 2 les à méthodes Lausanne. Agora, c'est ça? Ça, c'est un peu Exactement. l'école Agora, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et attends, tu connais Jean-Baptiste Berthoud? Oui, je le connais très bien. Ah, Je le connais très bien. Il travaillait dans le même écosystème que moi, pas dans la même boîte, mais dans le même OK. écosystème, ouais. J'imagine que ça devait être, hyper intéressant comme expérience. Alors, c'est parfois controversé, donc on va peut-être pas parler de ça, mais, tu as dû apprendre plein de trucs en tant que copywriter, pour te lancer. J'imagine que c'est hyper, formateur. C'est hyper formateur. J'avais la chance d'être dans une entreprise où, on flirtait pas avec les limites, justement du marketing direct qui peut parfois être Mmh. effectivement un peu agressif, même, très agressif. Moi, c'est pas quelque chose dans lequel je me reconnaissais, et j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où on utilisait les techniques de copywriting, mais de manière, relativement mesurée et éthique et du coup, c'était bien de pouvoir, apprendre dans cet environnement-là et j'ai énormément progressé, au début, c'était pas gagné parce que l'écriture, c'était pas forcément mon fort. J'étais Mmh. très, très académique, très scolaire, j'étais très forte en dissertation, en français et en philo, mais en copywriting, beaucoup moins et ça a été hyper formateur et vraiment une super expérience. Comment ils t'ont fait progresser en copywriting? Alors je pense que la meilleure manière de progresser en copywriting, c'est, le feedback. Pour le coup, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. C'est, en faisant, pratiquant, en ayant du feedback sur ce que je faisais, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre et limite la seule manière de bien apprendre. Parce qu'on peut apprendre plein de techniques dans les livres, mais Mmh. la pratique, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence pour passer de bon à très bon. Donc c'est vraiment avoir été entourée de personnes qui étaient très fortes, de mentors qui m'ont toujours aiguillée sur, ce qu'il fallait faire, pas faire, ce qui marchait pas et puis après du test quoi, pour voir, par moi-même ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Le fait de voir que, bah, changer, une accroche, changer un lead, ça pouvait, faire doubler les résultats. Bah, du coup, le fait de l'avoir sous les yeux, on se rend compte de ce qui fonctionne et on se perfectionne au fur et à mesure. Je te prends peut-être au dépourvu, mais, est-ce que tu as peut-être, 1 ou 2 principes de copywriting que tu as appris et que tu retiens et qui t'a marqué? Alors, un des trucs, que mon mentor me répétait tout le temps, c'est, de toujours supprimer la première phrase de ce qu'on écrit.
Intéressant. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, parce que généralement, on a toujours tendance à introduire un peu son propos. Mmh. Pour soi-même, en fait, pas forcément Ouais, pour les autres, mais même pour nous se mettre un peu en jambes, et cetera et très souvent, c'est vrai que ça marche plutôt assez bien de rayer cette première phrase et de commencer à la deuxième. On se rend compte qu'on est beaucoup plus percutant, on rentre dans le vif du sujet et très généralement, il y a pas besoin d'une introduction à ce qu'on va dire. Donc c'est un peu un principe qu'on m'a donné que j'ai jamais oublié et qui effectivement fonctionne très souvent, bien, ouais, quand il s'agit d'écriture. ouais, ouais, je te rejoins assez, là-dessus. Et du coup, quand tu quittes cette boîte, est-ce que tu te dis: «Bon, bah, du coup, avant je faisais des pages de vente, du coup je vais faire des pages de vente maintenant» ou est-ce que tu as envie de changer et de faire autre chose? Alors quand je quitte cette boîte, je sais pas trop, par quelle boule prendre, on va dire. Déjà je quitte pas du tout cette boîte, par défaut parce que je m'y sentais plus bien ou quoi que ce soit. Donc ça, je pense que c'est un élément hyper important. Je suis vraiment partie, alors déjà à temps partiel au début. J'ai quitté, on va dire, j'ai sorti un pas de l'entreprise. Je suis restée à temps partiel pendant quelques mois et je suis vraiment partie, parce que j'avais envie de tester autre chose et de voir ce que je valais un petit peu toute seule, mais j'étais dans un très bon environnement. Donc ça déjà c'est important. J'ai eu vraiment une très bonne formation et j'ai eu envie d'utiliser ce que j'avais appris pendant ces 3 ans et demi pour le mettre au service d'autres entrepreneurs qui n'avaient pas forcément tous ces systèmes, justement, tout ce système Agora avec, tous les tunnels de vente et cetera qu'on avait autour, mais mettre le copywriting au service de peut-être plus petites entreprises ou des entreprises, dont l'univers me parlait. Et je suis partie en me disant: «Bon, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais bien faire?» Mmh. Je savais faire des pages de vente, je savais faire des tunnels de vente, je savais écrire des emails, je savais, gérer des campagnes de publicité et je me suis dit: «Bon, bah, je vais proposer ça et on va voir ce que ça donne». Et c'est un peu de fil en aiguille ensuite que, les missions se sont précisées, je me suis ensuite repositionnée un peu sur le ghostwriting, et ça s'est affiné au fur et à mesure, mais je suis pas partie avec l'idée de faire autre chose que ce que j'avais appris à faire, pendant mon expérience, quoi. OK. Dernière question là-dessus, je trouve ça intéressant. Heu, Tu me dis si ça t'embête de parler de ça. Hem, qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens qui ne sont pas du milieu du copywriting et qui ne connaissent pas du tout le copywriting, qu'est-ce qu'ils sous-estiment sur, je sais pas, ce qu'ils lisent ou sur les techniques marketing ou sur ce qui est fait? Comment ça, qu'est-ce qu'ils sous-estiment? Bah, tu sais, quand tu es pas dans un milieu, tu as du mal à te rendre compte de la réalité de ce qu'est le milieu. Est-ce qu'il y a des gens, peut-être dans les lecteurs, des textes que vous écriviez, est-ce qu'il y a des choses que, les gens n'ont pas conscience? Hem, je pense que c'est assez compliqué comme question à répondre. Ouais. Je pense qu'effectivement, quand on n'a pas conscience des techniques qui sont utilisées, on se laisse embarquer peut-être plus facilement que quand on en a conscience. C'est-à-dire que moi, maintenant, avec la conscience que j'ai des techniques marketing et de copywriting, je vois le copywriting partout, dans tous les mails de toutes les marques, dans toutes les newsletters que je lis. Alors qu'il y a quelques années, j'avais pas conscience par exemple, techniques neuromarketing qui pouvaient être utilisées. J'avais pas conscience qu'on essaye en fait de manipuler, le consommateur pour, vendre. C'est le principe de la vente et c'est vrai qu'on l'utilise aussi en copywriting et hem, quand on n'a pas conscience de ça, en fait, on se fait un petit peu, heu transporter, on va dire, pour pas Ouais. dire manipuler, on se laisse un peu transporter et on peut se laisser convaincre alors que quand on en a conscience, on se dit: «Ah là, ils ont essayé de, me faire, regarder ici, là, ils ont essayé de me faire cliquer ici, là, ils ont essayé de faire appel à l'émotion», et on se «laisse moins avoir» entre guillemets. En tout cas, moi, je trouve que c'est toujours assez amusant de partir à la recherche des techniques, neuromarketing et de Mmh. copywriting que les marques ont essayé d'utiliser pour nous faire acheter. Quand tu écris un post LinkedIn aujourd'hui, que ce soit pour toi, pour tes clients, est-ce que tu as une approche très cadrée, très structurée où tu réfléchis en termes de technique ou est-ce que c'est beaucoup plus naturel
Tu un peu comme ça te vient et tu as tellement, appliqué les techniques que c'est devenu naturel pour toi? C'est devenu naturel. C'est devenu naturel et surtout ça dépend énormément de l'objectif qu'il y a derrière. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais quand même de moins en moins de posts pour mes clients à visée conversion, c'est-à-dire vraiment trouver des clients. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais la typologie de clients que j'accompagne a beaucoup changé aussi. Donc maintenant, on est quand même plus sur de l'accompagnement de personnes où on va faire appel à du storytelling, on va essayer d'être plus sur la notoriété, la présence et la crédibilité que sur la conversion. Et du coup, ça me laisse une marge de manœuvre au niveau créatif qui est plus grande que quand j'étais sur la conversion où là, effectivement, il faut un peu se creuser la tête pour dire: «OK, qu'est-ce qui va faire cliquer pour prendre rendez-vous, pour un call? Qu'est-ce qui va faire cliquer pour aller visiter le site internet?» Donc je me suis un peu détachée du côté vente du copywriting. Ouais. J'ai l'impression que c'est un chemin que font, pas mal de personnes, que moi-même j'ai fait. Que moi ma carrière, j'ai démarré, j'étais copywriter, pour Live Mentor, donc j'ai fait pas mal de textes de vente et tout. J'ai aussi fait du contenu, beaucoup plus, d'éducation de marque et quand je suis parti et je me suis lancé en freelance, tu vois, j'avais pas envie de refaire des pages de vente. Parce que je trouve que c'est un peu limitant, c'est ça peut être redondant et puis, le côté vente, vente, vente tout le temps, je trouve qu'il est pas, c'est difficile de durer longtemps là-dedans et je trouve que, ouais, moi, je m'épanouis plus à faire des contenus, voilà, d'éducation où je vais pas forcément chercher à vendre, mais plutôt à partager une info, à faire du storytelling et j'ai l'impression que beaucoup de copywriters font ce chemin. Tu viens par la porte copywriting pure vente et ensuite, soit tu vas, et souvent tu vas faire du ghostwriting. Je suis assez d'accord et je pense que c'est un peu le chemin classique parce que pour, réussir à être bon en storytelling et être bon sur du contenu qui ne vend pas, je pense qu'il faut passer par la case où, on vend et on comprend les techniques de conversion et c'est plus simple, je pense, de naviguer dans ce sens-là que dans l'autre sens. OK, intéressant. OK et c'est vrai que, tu vois, même moi, pour ce podcast, je me rends compte que beaucoup d'invités que j'ai se sont lancés au départ comme copywriters, mais ont fait la transition et tu es un exemple aussi quelque part, vers le ghostwriting Ouais, ouais, complètement. et ouais, donc tu me disais, ouais, c'est effectivement le côté, c'est peut-être plus stimulant de pas juste faire de la vente, quoi et l'autre chose que je dis aussi et tu me diras si tu d'accord, c'est que, bah, si tu fais des pages de vente, tu es quasiment limité qu'à bosser avec des infopreneurs. Oui, alors déjà, il y a ça et moi, j'avoue que je me suis tournée vers le ghostwriting aussi, pour une raison, toute simple, c'est que, la plupart des demandes que j'avais, Mmh, c'était pour du ghostwriting et du coup, je ouais, suis aussi allée là où il y avait de la demande. Je suis arrivée à un moment donné où, je suis arrivée sur LinkedIn en 2023 OK, où, ça commençait à vraiment exploser, la demande commençait à être forte et je pense qu'on est beaucoup à être ghostwriter aujourd'hui, à être, «reconnus» entre guillemets sur LinkedIn, à s'être lancé à cette période-là sur une fenêtre de 1 ou 2 ans où, LinkedIn a explosé et donc du coup, le service de ghostwriting aussi et voilà, je suis tout simplement allée là où il y avait de la demande et effectivement, je regrette absolument pas cette transition parce que comme tu le dis, c'est beaucoup plus varié. C'est beaucoup moins limitant que des pages de vente ouais. et je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus créatif aussi, qui une variété qui est vachement plus stimulante que, travailler sur un projet pendant 1 mois sur une page de vente qu'on va, poncer, poncer, reponcer, reponcer. Là, on est sur des contenus beaucoup plus courts, sur de l'éducatif, sur du pédagogique. On peut varier les angles, on peut varier les formats, on peut varier les sujets et c'est beaucoup plus intéressant selon moi. Ouais et puis il y a un sujet d'image aussi que tu as pas du tout dans le copywriting, qui est très Complètement, présent sur LinkedIn et qui est aussi plaisant, je trouve, à manipuler. complètement. Hem, Tu te rappelles de ta première mission? Qu'est-ce que tu as fait? Alors ma première mission, pour le coup, c'était en copie, C'était en quelle heu, année juste? c'était en 2023. 23, OK. C'était, quelques semaines après m'être lancée, c'est allé très, très vite. Une fois que j'ai été lancée sur LinkedIn, c'est allé très vite. C'était une mission pour écrire un espèce de fascicule pour une entreprise de cosmétiques qui voulait, vendre des coffrets de Noël à destination des CE, donc pour les entreprises. Et du coup, on avait écrit un petit, fascicule pour présenter,
les différents produits, et envoyer à une base email, un PDF qui expliquait un petit peu, voilà ce que c'était, ce que ça pouvait apporter et cetera. Donc c'était ma toute 1re OK. mission, freelance. C'est toujours marrant de voir par quoi on passe. Tu sais, souvent, on voit les ghostwriters qui ont l'air trop forts. On se dit, ouais, c'est facile pour eux, mais t'oublies tout le chemin parcouru et les premières missions qui, bah, étaient pas forcément les plus intéressantes ou les plus incroyables, mais juste tu démarres par ça, quoi. Exactement, bah, on débute tous, quelque part, hein, donc pour le coup, non, la mission était intéressante, mais c'est vrai que ouais, rien à voir avec le ghostwriting pour le coup. Ouais. Et à quel moment tu as fait la transition vers le ghostwriting? Assez rapidement, assez rapidement, au bout de quelques mois, je dirais 3-4 mois après m'être lancée. Du coup, j'étais toujours à temps partiel dans mon entreprise. Je suis restée, OK. 4 mois à temps partiel et au bout de ces 4 mois, en gros, je me suis lancée en septembre et en janvier, j'ai fait le switch et je l'ai annoncé sur LinkedIn en disant: «Bah, voilà, j'arrête, le copy pour me lancer en ghost» parce que j'avais déjà eu, pas mal de demandes en ce sens-là. Demandes qu'au début, j'ai refusées parce que je me Mmh. sentais pas légitime OK. d'aller sur ce volet-là. Je connaissais LinkedIn que par mon utilisation à moi, qui c'est vrai fonctionnait bien et a très bien fonctionné dès le début, mais je j'avais pas une connaissance, très fine de la plateforme et puis à force de recevoir des demandes, je me suis dit que j'allais tester et ça a très bien fonctionné et puis voilà, je me suis positionnée là-dessus au bout de quelques mois, donc tout début 2024. Mais du coup, tu publiais déjà pour toi-même, Oui, exactement. qui aussi te donne la confiance pour oser accepter, prendre une mission et tu vois comment ça fonctionne, tu l'as déjà fait, bon, tu te dis, c'est pas si différent de ce que je fais pour moi, quoi, au final. C'est ça. Bah, en fait, moi, je publiais pour moi-même donc tous les jours, depuis le mois d'août 2023 et c'est vrai que très, très rapidement, j'ai eu des très bons résultats. J'ai eu, beaucoup de visibilité, beaucoup de leads, beaucoup de demandes et je pense qu'effectivement, quand on voit quelqu'un qui arrive à générer du business sur LinkedIn, bah, c'est pour ça qu'en fait, les gens sont venus me voir en me disant: «Bah, Ouais. j'aimerais que tu fasses pareil pour moi». Et au début, je me sentais pas légitime de le faire et plus, les mois avançaient, plus aussi je testais des choses sur mon propre LinkedIn et j'ai appris à connaître la plateforme, à connaître ce qui fonctionnait pas, à adapter des techniques de copie au post et puis quand je me suis sentie à peu près prête pour accompagner quelqu'un dans ce sens-là, je l'ai fait et puis, ça s'est très bien passé et là maintenant, j'ai quelque chose qui est rodé. J'ai une compréhension de la plateforme qui est beaucoup, beaucoup plus pointue qu'à mes débuts, mais encore une fois, il faut bien démarrer quelque part. Ouais. Comment tu qualifierais ton positionnement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je donc comme je te disais un peu tout à l'heure, en fait, j'ai un positionnement qui a un peu évolué au fur et à mesure du temps. Ouais. Je pense aussi en fonction du marché et de l'évolution de LinkedIn. C'est-à-dire qu'avant, j'accompagnais beaucoup de, solopreneurs et freelances qui voulaient se servir de LinkedIn pour trouver des missions. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins positionnée sur cette cible-là. J'accompagne davantage des chefs d'entreprise et des leaders d'entreprise pour, avoir une présence sur le réseau, que ce soit en ce qu'on appelle leader advocacy, donc c'est-à-dire, donc pour essayer de porter la voix de l'entreprise et puis de porter les efforts de communication qui sont faits en interne aussi. Mais, je sais plus ce que je disais du coup? Ton positionnement qui a évolué. Ouais, donc j'accompagne moins de freelance et j'accompagne plus de leaders. Hem, Tes clients, ils ouais. sont en Suisse ou en France? Mes clients, ils sont en Suisse et en France. Pour l'instant, il y a pas forcément, c'est à peu près 50-50. Ouais. Hem, donc tu sais que ton positionnement, il a évolué. Est-ce que ton offre, ce que tu proposes, comment ça a évolué depuis tes débuts? Elle a beaucoup évolué en termes de structuration surtout. Pas forcément en termes de contenu, mais plus en termes de ouais, de structure. Aujourd'hui, je fonctionne vraiment avec 2 blocs d'offres, qui fonctionnent très généralement ensemble. Le premier bloc, c'est l'offre stratégie où, ici, on va vraiment poser à plat les bases de la stratégie éditoriale. Donc de quoi on va parler, comment est-ce qu'on va en parler, avec quel ton de voix, quelle posture, quels sont les objectifs et cetera.
Donc ça, c'est le premier gros volet et le premier gros travail que je fais avec mes clients. Ça me permet aussi d'apprendre un peu à se connaître, puisque après j'écris pour eux, donc c'est quand même, important. Et puis après le deuxième volet, c'est vraiment, l'accompagnement opérationnel, limite un peu au quotidien sur la production de contenu à proprement parler. Donc cette structure, je l'ai façonnée au fur et à mesure. Elle s'est dessinée un petit peu d'elle-même parce que je me rendais bien compte, que quand on me demandait, de l'écriture de poste, si j'avais pas posé les bases de la stratégie avant, c'était très compliqué. On partait un petit peu dans tous les sens en termes de thèmes et cetera. Donc ça s'est un peu dessiné, elle s'est un peu dessinée d'elle-même et puis au fur et à mesure, j'ai structuré, le procès, j'ai structuré ce que je mettais dans chacune des 2 offres et comment est-ce que ça s'articulait pour que ça puisse faire un tout qui soit cohérent, quoi. Est-ce que tu as, l'impression que depuis, que tu t'es mis, pleinement sur le ghostwriting, les attentes et les demandes de tes clients ont évolué? Oui, très clairement. OK. Très clairement, les typologies de clients ont évolué, les personnes qui viennent me voir ont évolué. Je pense que c'est lié à plusieurs choses, à mon avis, à l'évolution de LinkedIn en elle-même. Parce que la concurrence est de plus en plus rude. Je pense qu'on a tous vu qu'il y avait de plus en plus de freelances, qui se lançaient, qui essayaient de percer sur ce réseau, donc ça fait plus de concurrence. Mmh. L'IA a aussi énormément, augmenté la concurrence parce qu'elle a augmenté massivement le nombre de contenus qui sont publiés, pas forcément en bien, ni en qualité, mais en termes de quantité. Et je pense aussi que le fait que mon profil ait évolué sur la plateforme aussi, que j'ai gagné, plus d'abonnés, que je sois plus présente, que les gens commencent à m'identifier, au ghostwriting. Ça fait quand même un petit moment que je suis sur LinkedIn, donc maintenant, c'est vrai que c'est un peu ancré dans la tête des gens et j'attire moins de profils, juniors de freelance qui se lancent et qui veulent trouver des missions et plus de profils, bah, justement de chefs d'entreprise, qui veulent déployer une présence, pour eux ou pour leur équipe sur la plateforme. Donc je pense que c'est un peu ces 2 raisons-là en parallèle qui ont fait évoluer, mes typologies de clients et donc mon offre aussi et je m'épanouis beaucoup plus, aujourd'hui dans l'accompagnement justement de chefs d'entreprise qui cherchent plus de la notoriété et de la crédibilité que de freelance et solopreneurs qui cherchent de la conversion parce que c'est devenu de plus en plus compliqué de se faire une place sur LinkedIn. Ça demande beaucoup d'efforts et encore plus d'efforts qu'il y a 2-3 ans quand moi je me suis lancée et peu de gens sont prêts à le faire finalement. Donc voilà, je suis pas mécontente de la manière dont ça a évolué, on va dire. Et est-ce que c'est saturé selon toi, LinkedIn? C'est pas saturé, je suis persuadée qu'il y a énormément de choses à faire. Je le vois avec des clients que je commence à accompagner, je le vois avec des clients que j'accompagne depuis quelques mois, je le vois avec des clients que j'accompagne depuis quelques années parce que, j'ai les 3 profils. C'était possible de réussir sur LinkedIn il y a 2 ans, c'est encore possible aujourd'hui, quel que soit son profil. Je pense qu'il faut, une stratégie qui est extrêmement bien rodée. On peut moins y aller au feeling qu'avant, et surtout, il faut être prêt à déployer les efforts en énergie et en temps que ça demande. Il faut aussi être prêt à jouer le jeu de LinkedIn, heu Mmh. et et c'est voilà, on sous-estime très souvent ce que ça demande en termes d'énergie et de temps, mais effectivement, bah, jouer le jeu des commentaires, des interactions, aller soutenir d'autres personnes, ça fait partie de ce qu'il faut pour que ça décolle sur LinkedIn et souvent, on n'a pas forcément conscience de cette partie-là. On a plus conscience de la création de contenu qui est déjà chronophage en elle-même. Donc voilà, toujours possible, mais il faut une stratégie bien rodée et il faut savoir dans quoi est-ce qu'on se lance. Les clients qui viennent te voir, les prospects, est-ce que c'est les entreprises, typiquement, quelqu'un en marketing qui vient te voir en te disant: «Il faudrait que notre CEO, il prenne la parole», ou est-ce que c'est plutôt le CEO qui vient te voir? J'ai les 2. J'ai les 2. Généralement, quand c'est l'équipe marketing qui vient me voir, c'est pour, accompagner plusieurs profils, OK. qu'eux, ils ont identifiés en interne. Donc,
le CEO et 1-2 autres personnes, en se disant: «Voilà, ce serait bien qu'on établisse une stratégie, sur ce canal-là». Et quand c'est les CEO en eux-mêmes généralement, c'est que, on est plus sur du personal branding, c'est leur voix à eux, pas forcément la voix d'autres personnes dans l'entreprise. C'est des structures qui sont un petit peu plus petites et généralement, il y a pas forcément d'équipe marketing non plus en interne. Mmh. Donc voilà, c'est des profils, qui peuvent se ressembler mais qui sont très légèrement différents. Si toi, tu devais faire de la prospection, peut-être que tu en fais, je sais pas, on en parlera après, mais si tu devais en faire, tu irais plutôt aller voir directement un CEO ou tu essaierais de passer par un directeur marketing? Je pense que ça dépend des profils. J'irai voir, je pense plutôt des CEO, mais des CEO qui ont une appétence pour LinkedIn. D'accord. C'est-à-dire, des CEO dont je vois qu'ils ont une activité sur LinkedIn, que ce soit de la republication, que ce soit des likes, des personnes qui ont conscience de ce que la plateforme peut leur apporter, et ouais, je dirais plutôt des CEO, mais ça dépend de la taille de la structure. Et c'est quoi pour toi, le profil type du CEO qui a besoin de communiquer sur LinkedIn? Alors, généralement, le CEO qui a besoin de communiquer sur LinkedIn en personal branding, on est sur des tailles d'entreprise qui sont, entre 10 et 15 personnes, on va dire. Donc c'est OK. pas des, grosses entreprises. C'est des entreprises qui fonctionnent très bien déjà, qui génèrent, du chiffre d'affaires, qui ont déjà structuré une équipe et cetera. Qui fonctionnent très bien au niveau, local, qui ont leur réseau, qui ont, le bouche à oreille qui fonctionne bien et très généralement, c'est une volonté, d'être, alors soit de de d'être un petit peu plus premium, on va dire, d'asseoir une notoriété, une crédibilité, un peu plus grande, en étant visibles sur LinkedIn, en partageant ce qu'ils font, soit étendre géographiquement leur influence en allant chercher, des marchés, soit Mmh. dans la région, agrandie, soit, carrément, France entière ou voilà, quel que soit le service. Mais du coup, c'est des entreprises qui n'ont pas besoin de conversion. Elles marchent très bien elles-mêmes, elles ont un petit budget à allouer à cette visibilité et ils ont des ambitions et ça passe par la communication. Ouais, OK. Et j'ai noté aussi, peut-être à nuancer, mais un CEO du coup qui est encore impliqué dans les réflexions business, marketing de l'entreprise. Pas quelqu'un qui est déconnecté et qui a déjà tout délégué, quoi. Oui, je pense que c'est important. Après, ça dépend. Mmh. Ça dépend des profils. Ça OK, dépend des profils, ça dépend aussi de la vision qu'ils ont de LinkedIn, ça dépend des personnes qui suivent sur LinkedIn, s'ils bien sûr. connaissent quelqu'un, voilà, qui, fait du personal branding. C'est très souvent ça, en fait. Généralement, les CEO, ils suivent quelques personnes qui sont visibles sur LinkedIn. Ils disent: «Ah, c'est quand même pas mal. C'est vrai que, je vois souvent, un tel ou une telle» et hem et ils disent: «Ce serait bien pour moi aussi». OK. Heu, Toi, quand tu t'es lancé, tu t'es formé au début ou tu étais déjà assez formé avec Agora et tu as juste, pris l'émission et puis tu t'es débrouillé sur le tas? Alors, un petit peu des 2, on va dire. J'étais, très formée du coup en copie, pas du tout formée en LinkedIn et pour le coup, je me suis pas formée à LinkedIn, au sens, vraiment suivre une formation, sur comment ça fonctionne. C'était vraiment du test and learn sur mon propre profil. Comme je publiais beaucoup, j'ai eu Ouais. l'occasion de tout analyser, les stats, les formats, de tester plein de choses et je me suis formée un peu sur le tas en fait, en regardant ce qui marchait, ce qui marchait pas et puis aussi j'avais des bonnes bases de stratégie marketing que j'ai appliquées à l'univers LinkedIn, mais voilà, j'ai pas suivi de formation à proprement parler sur le sujet. OK. Toi qui viens, du copywriting un peu pur, hem, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut écrire des bonnes accroches sur LinkedIn? On sait que l'accroche, c'est un élément clé du succès d'un post. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te demande des conseils? Alors, déjà de pas faire trop compliqué. Une phrase courte, simple, c'est très bien. Pas faire, une phrase alambiquée où, on a, 2 compléments, 2 subordonnés, où c'est compliqué à appréhender parce que, un
post LinkedIn, il est en concurrence avec plein d'autres posts LinkedIn. On est très souvent en train de consommer du contenu, dans les transports ou entre, 2 trucs ou alors, en train de petit déj en même temps, donc il faut pas faire compliqué. Et après, ça rejoint un peu ta question sur, qu'est-ce que je retiens de ce que mon mentor me disait. Ça, c'est une technique du coup pour les accroches, c'est, les 4 U. C'est-à-dire faire une accroche qui soit utile, urgente, unique et ultra spécifique. Et en fait, on passe son accroche à ce crible-là, donc unique, c'est-à-dire quelque chose qui ne puisse pas être repris tel quel par quelqu'un d'autre, donc du coup pas éviter les trucs un peu bateaux. Urgent, alors ça c'est un peu plus difficile à faire, c'est, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je lise ce post maintenant et pourquoi est-ce que je vais pas passer, au suivant? Ultra spécifique, c'est, d'essayer d'être le plus précis possible. Au lieu de dire, je vous donne des conseils, sur l'écriture, 5 conseils pour rendre votre écriture plus persuasive. C'est beaucoup plus spécifique et j'en ai oublié un, unique, urgent, utile, ultra spécifique. Ça fait 4. Urgent, Unique, unique, urgent, ultra utile, ultra spécifique. Ouais, spécifique. ouais, c'est bon, on est bon. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, je valide. Hem, tu parlais tout à l'heure il faut être prêt à jouer le jeu LinkedIn et des fois, c'est vrai que ça peut devenir parfois un peu caricatural, tu vois? Le storytelling, tu vois? L'excès de selfies, de machin. Hem, mais à un moment, tu vois, il faut quand même, comme tu disais, il faut quand même jouer le jeu et accepter de faire ça, tu vois? Participer un peu au cirque LinkedIn. Est-ce que toi, tu le fais avec, plaisir? Est-ce que ça te fait chier? Est-ce que tout de suite tu t'es pris au jeu? Est-ce que c'est venu avec le temps? Comment tu vis le fait de jouer le jeu LinkedIn? Alors j'ai eu plusieurs phases. Au début, j'ai vraiment joué le jeu à fond parce que j'étais persuadée que c'était, partie intégrante de la réussite, que mes posts, j'aurais beau les travailler, le plus possible, si je participais pas justement à ce jeu, LinkedIn, à aller soutenir d'autres personnes, à me faire connaître via les commentaires et cetera, ça n'allait pas fonctionner. Donc ça c'était vraiment on va dire, le côté, très discipliné, qui m'a permis de rentrer dans cette routine, de me dire: «OK, bah, tous les matins je vais passer, 30 ou 45 minutes, sur LinkedIn pour aller, mettre des commentaires, discuter avec d'autres personnes et cetera». Donc ça, je l'ai fait pendant un bon moment, je dirais à peu près 1 an. Et puis aussi parce que j'avais le temps. Forcément, je venais de me lancer donc j'avais le temps, on va dire, de faire cette partie interaction. Après, comme je publiais tous les jours, samedi, dimanche inclus, c'est vite devenu, une contrainte pour moi, notamment les week-ends parce que je mettais mon réveil pour aller sur LinkedIn, pour faire ma petite routine d'interaction. Donc c'est devenu fatigant, c'est devenu, lassant aussi un petit peu, parce qu'au fur et à mesure, bah, on commence à perdre un petit peu, le sens. Donc là, je parle au bout de 1 an et demi, je commençais à en avoir un petit peu assez de Ouais, me forcer, en fait, à aller faire cette petite routine d'interaction. Donc c'est une partie que j'ai déléguée à une community manager qui m'aide encore aujourd'hui, à faire cette partie interaction pour jouer le jeu de LinkedIn. Donc OK. c'est-à-dire qu'elle, elle s'occupe de, sur une plage horaire qui entoure la publication de mon post, d'aller, répondre à quelques commentaires sur le post de la veille, et puis, répondre un petit peu, on va dire aux personnes qui peuvent me laisser des commentaires, qui ne sont des trucs type super post. Bon je voilà, c'est des commentaires qui ne nécessitent pas une réponse, forcément, très personnelle de ma part. Donc elle m'aide sur cette partie-là et c'est extrêmement précieux et moi après, on va dire, quand j'ai le temps ou quand j'ai l'envie, je vais faire un tour aussi pour répondre de manière, un petit peu plus personnelle, et détaillée sur certains commentaires. Mais aujourd'hui je réponds plus à tout le monde, parce que j'ai pas forcément le temps et plus forcément l'envie non plus, et surtout plus la nécessité de jouer autant Mmh. le jeu LinkedIn qu'avant, pour pousser ma visibilité. Ouais, ouais, super intéressant et du coup, ça m'intéresse, tu vois, quand tu es en phase de démarrage, quand tu te dis, «Je publie du lundi au dimanche»,
on va parler de ça. Mais à quoi ça ressemblait ta routine LinkedIn? Tu vois, sur la phase de grind un peu initiale où tu as besoin d'exister, de te faire connaître. Combien de temps par jour tu passais? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors beaucoup de temps, beaucoup de temps. En fait, moi, j'ai décidé, on va dire, de me lancer sur LinkedIn, disons au mois de juin, à peu près par là, et 2023? 2023. J'étais en voyage au Canada avec mon mari à l'époque et je me suis dit: «OK, je vais me lancer, là en freelance». Donc je savais déjà que, j'allais, être à temps partiel, pour mon boulot et je me disais: «OK, il va falloir trouver des clients. Comment est-ce que je vais trouver des clients? LinkedIn, ça avait l'air de marcher. OK, je vais m'intéresser à LinkedIn, mais si je m'y intéresse, je veux faire à fond. Je veux vraiment me donner toutes les chances que ça marche». Donc au mois de juin, j'ai pris cette «décision» entre guillemets et j'ai commencé à écrire du contenu en me disant: «Je vais essayer d'écrire des posts déjà pour me faire un petit peu la main et aussi pour en avoir d'avance parce que si je m'y mets, je sais que je vais publier, de manière hyper régulière». Je savais pas encore si j'allais publier tous les jours ou tous les 2 jours, mais en tout cas, pas, au feeling et je me suis dit: «Il me faudrait un petit pool de contenus qui sont prêts» et comme ça, je me dis pas, le mardi soir: «Qu'est-ce que je vais publier demain matin? Vite, il faut que j'écrive quelque chose, il faut que j'ai, 15-20 contenus d'avance». Donc j'ai commencé à écrire un certain nombre de contenus pour en avoir d'avance, pendant à peu près un mois et demi et j'ai commencé aussi à m'intéresser à ce que les personnes qui étaient déjà sur LinkedIn disaient, qu'il fallait faire et c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'interaction, de laisser des commentaires, du principe de réciprocité, c'est-à-dire, le fait d'être souvent présent sous le profil de quelqu'un. Bah, au bout d'un moment, elle nous identifie comme un soutien un peu de premier ordre et du Ouais. coup, elle vient nous voir et elle laisse aussi un commentaire, donc on bénéficie de sa visibilité. Je me suis dit: «Ah, c'est intéressant». Hem je vais commencer à, heu, mettre des commentaires sous un certain nombre de profils que j'ai identifiés comme étant, des profils que j'aime bien, des profils intéressants, des profils qui ont l'air de bien fonctionner sur LinkedIn. Donc en parallèle, je travaillais pour nourrir ma petite base de contenu, pour le moment où j'allais commencer à publier et puis, j'allais faire ma petite routine. Donc c'était 20-30 minutes le matin. J'avais identifié, je sais pas, peut-être, une dizaine ou une quinzaine de créateurs de contenu que j'aimais bien, sous lesquels j'ai commencé à commenter très régulièrement, des gens qui publiaient tous les jours quasiment. Donc en fait, c'était facile d'être souvent présent sous les posts et début août, après un mois de commentaires intensifs, on va dire et puis, 1 mois à préparer, mon petit pool de contenu, j'ai commencé à moi publier du contenu et en fait très rapidement les efforts que j'avais faits en termes d'interaction ont payé. Donc j'ai eu la chance, dès que je me suis lancée, d'avoir une bonne visibilité et de jamais passer par cette phase où on a 2-3 likes. Bah, j'ai tout de suite commencé à 30 ou 40 parce que les gens m'avaient identifié comme un soutien et que ça m'a porté au début et cette routine d'interaction, je l'ai suivie pendant un petit moment en incluant du coup la réponse après aux commentaires sous mes propres posts, la partie que j'avais pas au début. Mais j'y passais entre 1 heure et 1 heure et demie par jour, rien qu'en termes d'interaction et après il y avait toute la partie création de contenu qui était très chronophage aussi donc là ça dépendait des posts mais au début quand j'étais pas tout à fait habituée à LinkedIn, je passais facilement 1 heure par post donc à 7 posts par semaine, ça fait vite du temps. Ouais, donc quasiment, 2 heures et demie par jour, dédiées à LinkedIn, quoi. Ouais, au début, ouais. Mmh. Ouais, je trouve ça super intéressant de voir, le niveau d'intensité et d'effort nécessaire pour lancer la machine et souvent on s'en rend pas compte quand on se lance. Moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent, qui sous-estiment largement le niveau d'effort pour trouver des clients. Or, c'est ton job numéro un, quoi. Beh, ouais, quand on se lance et que entre gros guillemets, «on n'est personne», c'est-à-dire qu'on n'a pas de nom particulier, on arrive en étant freelance et en proposant les mêmes services que plein d'autres freelances. C'est vrai qu'il faut être conscient qu'il faut déployer beaucoup d'efforts pour sortir du lot finalement. Et toi, tu as eu conscience de l'importance justement de trouver des clients très vite ou de mettre des efforts dessus? Oui, oui, je savais que de toute façon, en fait, mon activité, tiendrait à trouver des clients. Donc c'était le job numéro un. C'était le point de douleur numéro un. Et la première chose que je me suis demandé quand j'ai décidé de me lancer, c'est: «OK, par quel
canal est-ce que je vais me faire connaître? Hem, parce qu'en fait, j'ai pas de réseau, je partais pas avec, mon entreprise qui allait faire appel à mes services. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se lancent par ce biais-là et c'est super. Mmh. En fait, ils sortent du salariat et après ils sont missionnés par leur entreprise. Moi, c'était pas mon cas. Donc il fallait que je trouve des personnes qui ne me connaissent pas, que je ne connaissais pas non plus et qui allaient me faire confiance pour, mes services de copywriting et je trouvais que LinkedIn était un bon moyen de toucher, plein de personnes d'un coup. Et puis surtout, je vendais de la prestation de service, donc j'avais pas de lieu géographique à cibler. En soi, ça pouvait autant être des personnes au Canada qu'en Suisse, qu'en France, qu'en Belgique, au Luxembourg. Et LinkedIn me permettait de pas être limitée géographiquement sur une zone, sur un secteur, quoi. OK et donc stratégie de publier tous les jours. Alors moi, je connaissais beaucoup la strat, tu publies tous les jours ouvrés, mais tu te laisses une petite pause, samedi, dimanche. Toi, tu te dis: «Non, j'y vais à fond». Il y a samedi, dimanche, inclus. Est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté de publier tous les jours? Ça a beaucoup éprouvé ma discipline, on va dire, J'imagine. parce que c'est vrai que c'était un effort, continu. C'était ça qui était compliqué à tenir. Moi, ce que je me disais, c'est que, en fait, le fait de publier tous les jours, ça et surtout de publier le week-end, ça me faisait aussi sortir du lot parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme tu dis, publient tous les jours ouvrés et Mmh. le week-end, ça laissait, un autre type de lecteur, et un champ un petit peu plus libre, un petit peu moins de concurrence, pour des contenus que je faisais un petit peu plus légers, on va dire, que la semaine et c'était vraiment cette idée de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'était un effort qui était intense et au bout d'1 an et demi, j'ai enlevé le week-end et au bout de 2 ans, j'ai réduit la cadence aussi. Donc là, maintenant, je publie 3 fois par semaine et je m'interdis absolument pas de Ouais. descendre en dessous de ça parce que, j'ai moins besoin de faire l'effort et parce que c'est vrai que c'est intense. Ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant, tu as l'impression que le week-end met moins de pression sur tes posts LinkedIn. Moi, parfois, ça m'arrive de publier samedi, dimanche et tu plus libéré. Alors qu'en fait, pourquoi? Tu vois, il y a pas forcément de raison. C'est marrant. Je pense que, je pense que il y a quand même des raisons parce qu'à mon avis, l'audience est quand même, se prend moins la tête peut-être, elle est moins dans une dynamique de travail, Ouais, peut-être. Mmh. elle lit les posts peut-être dans un moment, un peu plus perso, on va dire, je sais pas. Du coup, on est peut-être un peu plus, on se sent un peu plus libre, Ouais. heu que de publier du contenu très instructif ou très cadré, le reste de la semaine. Mais, je trouve que le week-end, c'est toujours intéressant de faire des posts un peu plus, légers ou un peu plus perso, c'est des moments que j'aime bien. Si demain tu devais, redémarrer en freelance de zéro, tu referais ce que tu as fait? Publier tous les jours? Je sais pas si j'aurais, si j'aurais la motivation pour le faire, sachant ce que ça demande, mais si, si, je pense que je le ferais parce que ça a permis à mon activité de décoller très rapidement. Ça m'a permis d'en vivre très rapidement et heu et je pense qu'avec le recul que c'était la bonne stratégie et je suis très contente d'avoir eu la discipline de le faire. Mais c'est vrai que c'était, beaucoup de temps, mais ça valait le coup. C'est un truc que tu conseillerais aux gens qui démarrent sur LinkedIn? Tu penses que ça marche encore aujourd'hui de faire ça? Je pense que ça marche encore aujourd'hui, mais je pense que c'est plus compliqué. Donc encore une fois, ça dépend des profils. Quelqu'un qui, comme moi, à l'époque, se lance en freelance, sans forcément de réseau, sans forcément de titre non plus, ni d'assises très fortes. Je pense que ça fonctionne encore de partir de zéro sur LinkedIn en étant freelance pour trouver des missions, pour trouver des clients. Mais ça demandait des efforts à l'époque, ça demande les mêmes efforts encore aujourd'hui, voire un petit peu plus parce qu'il y a plus de concurrence. Mmh, ouais. Non, mais c'est clair, hein, enfin, je te rejoins, hein, quand tu démarres, personne te connaît, tu pas de mission, tu as du temps, donc qu'est-ce que tu as de mieux à faire que de faire ce qu'il faut pour te faire connaître, quoi? Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Tu as mis, tu as effleuré le sujet, tu as mis combien de temps avant de vivre ton activité? Heu, Très peu de temps. Alors du coup, j'étais en temps partiel, donc j'avais quand même Ouais. 50 de mon salaire qui était assuré. Hem,
J'ai eu une mission au bout de 3 semaines sur LinkedIn, 3 semaines à publier sur LinkedIn. OK. Donc typiquement début septembre, j'avais ma première mission. J'ai eu une deuxième mission courant septembre. Alors ça suffisait pas, particulièrement à en vivre, mais à partir du moment où je suis passée à temps plein sur mon activité, c'est-à-dire en janvier, j'ai pu en vivre. OK. Donc ça a mis 3-4 mois, le temps de cette transition de temps partiel à temps plein et voilà. Tu as eu l'occasion de prospecter un peu ou tous tes clients sont toujours que venus via, LinkedIn? Alors j'ai fait un test en prospection, parce que je voulais voir un petit peu ce que je valais, tout simplement. J'ai la chance de jamais avoir eu besoin de prospecter, donc ça c'est vraiment, une immense chance et justement j'avais déployé tous ces efforts de création de contenu et de temps, sur LinkedIn pour ne pas avoir à prospecter parce que c'est pas forcément quelque Mmh. chose que j'aime et j'avais pas forcément envie de me confronter à ça. Mais à un moment donné, je me suis dit que ce serait quand même bien de d'aller voir des entreprises qui me parlent, pour voir si, bah, j'étais capable de prospecter, et puis c'était un peu un challenge aussi par rapport à moi-même de, d'envoyer un email à froid, de présenter mes services et cetera, c'est pas forcément un exercice qui est simple. Donc je me suis donné 1 mois pour, prospecter et j'ai prospecté pas énormément, mais j'ai dû envoyer, une dizaine de mails à une dizaine d'entreprises et j'ai converti, 1 client, je crois, à l'époque. Donc voilà, c'était un petit test de prospection, on va dire plus pour l'expérience, que pour vraiment trouver des clients. Et sinon, je suis très contente de pas avoir eu à le refaire, par nécessité. Ouais, non mais ce que tu dis, moi j'aime bien, c'est enfin, ça me parle beaucoup, c'est le fait que, tu sais, pour trouver des clients, il y a pas de miracle. Soit tu crées du contenu et tu deviens bon dessus et tu le prends au sérieux, soit tu prospectes et tu prends ça très au sérieux, soit bon, tu as un peu de chance, tu as du réseau, tu as peut-être des plateformes, mais c'est très, aléatoire. Mais, voilà, que tu veuilles créer du contenu ou prospecter, choisis ce qui te correspond et vas-y à fond et tu as bourriné le contenu LinkedIn et tu t'es dit très vite en fait: «OK, je comprends que c'est important, je comprends que si j'ai pas envie de prospecter, il faut que je sois bonne là-dessus» et tu l'as pris au sérieux. Bah, c'est exactement ça et je pense que c'est pareil, par exemple, avec le choix de la plateforme. Moi, ça a été LinkedIn. On peut, all-in sur, Instagram, on peut all-in sur, alors TikTok, je sais pas pour la prestation de service si ça peut fonctionner peut-être, mais je pense qu'il faut choisir sa bataille et se donner toutes les chances que ça fonctionne. Moi, je me suis dit: «OK, j'aime pas la prospection, ça me parle pas, je préfère créer du contenu et que les gens viennent à moi. OK, quelle plateforme? LinkedIn». Bon, bah, du coup, on déploie tous les efforts Mmh. sur LinkedIn et c'est pour ça que ça a été intense aussi et je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché, c'est éviter de se disperser en faisant, bah, un petit peu de prospection, un petit peu de contenu et puis en fait, plus de contenu parce que finalement on a trouvé un client en prospection et du coup, on n'a plus de temps pour créer du contenu et puis on revient 2 mois plus tard parce que c'est un petit peu pauvre en clients, donc on se dit: «Bah, je vais recréer du contenu» et puis ça marche pas sur LinkedIn, donc on va aller sur Instagram et c'est ça, je pense, qui perd beaucoup de freelance, c'est de disperser ses efforts. Alors que si tu focuses sur une plateforme avec une stratégie et que tu t'y tiens, généralement, ça fonctionne. Ouais, je valide extrêmement fort. Je pense que le bon terme, ce que tu as dit, c'est il faut faire all-in sur, un levier, un canal et mettre un peu les œillères sur le reste. J'ai 2 questions, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Hem, Comment tu fais pour ne pas te cramer à publier tous les jours pendant 1 an et demi? Hem, il faut lâcher prise. Faut lâcher prise, c'est-à-dire le contenu ne sera pas parfait. Il y a des posts que on va adorer, il y a des posts qu'on va moins aimer, il y a des posts où, on va remettre la même photo qu'il y a 15 jours et c'est pas grave. Il y a des posts qu'on va recycler et c'est pas grave non plus. Il faut apprendre à ne pas vouloir que tout soit absolument parfait tout le temps. Mmh. De faire le carrousel de 35 slides hyper intéressants, qu'on va mettre 5 heures à faire. Alors c'est bien d'en faire une fois de temps en temps, mais des fois il y aura des posts, ce sera 10 lignes, des fois il y aura des posts qui seront un peu plus perso, des fois il y aura des posts qui vont pas apporter, grand chose, il y aura des posts qui vont flopper, il y aura des posts qui vont cartonner, et ça fait partie du processus. L'important c'est de d'être là. C'est comme en sport, c'est l'important c'est de faire sa séance. Des fois, on aura des bonnes séances, des fois, on aura des moins bonnes séances, des fois, on va être en forme, des fois, on va être fatigué.
Mais l'important, c'est d'être là, c'est d'être, à son cours. Bon alors là, du coup, mon cours, c'est LinkedIn et c'était tous les jours, donc c'est compliqué à tenir. Mais, mais oui, se dire que l'important, c'est de s'y tenir et je pense que ça fait vraiment, 80 du job. Mais tu sais, tu disais, enfin, je trouve que parfois, se dire: «Je le fais tous les jours», c'est limite plus simple que se dire: «Je le fais tous les 3 jours». Que tu vois, quand tu le dis: «Je fais tous les 3 jours», tu peux des fois, tu te dis: «Ah, est-ce que j'ai envie?» Tu te poses la question. Quand tu dis: «C'est tous les jours», tu te poses pas de question, tu te dis: «OK, c'est ce que je dois faire aujourd'hui, donc je ne me laisse pas le choix de le faire». Je pense que ça dépend des profils. Moi, je sais que j'ai effectivement ce truc de c'est plus simple de mettre une discipline de faire à, faire quelque chose tous les jours que, de faire, une fois par semaine et puis en fait on choisit son moment. Là, j'ai pas le choix en fait. À 7h45, il y a un poste qui doit partir du lundi au dimanche et justement, bah, tu vois, je faisais le parallèle avec le sport et je pense que j'ai un peu cette personnalité-là où, il y a 1 an et demi, je me suis mis au CrossFit et j'ai décidé de me mettre au CrossFit en me disant que j'allais y aller 3 fois par semaine. Pas une fois, pas 2 fois, soit j'y allais pas du tout, soit j'y allais 3 fois par semaine et là, c'est pareil, c'est soit je publiais du contenu tous les jours et je mettais toutes les chances de mon côté, soit je le faisais pas parce que c'est trop difficile de se motiver une fois de temps en temps. Et je Ouais. trouve ça plus simple effectivement d'être hyper carré, hyper rigoureux et de se dire que, à intervalles hyper réguliers, on fait quelque chose et on sait que, on doit faire sa séance de sport le lundi, mercredi, vendredi. On sait qu'on doit publier son post LinkedIn le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à telle heure et c'est plus simple effectivement de se discipliner sur quelque chose de très intense comme ça, en tout cas pour moi. Ouais. Et du coup, je voulais te demander si tu faisais du sport et du coup, tu m'as dit que tu en faisais. Est-ce que tu identifies des bénéfices du sport sur, ton business, ton activité, la création de contenu? Oui, clairement, clairement, le sport, moi je pense que c'est grâce à ça que je me suis lancée, et je pense aussi que c'est grâce à ça que j'ai tenu. Parce que ça m'a énormément donné confiance. Alors il faut savoir que j'ai une relation avec le sport qui est un petit peu compliquée. J'étais pas du tout une sportive, à l'école. J'étais toujours, la dernière à être choisie dans les équipes, toujours à la traîne. Alors j'étais très volontaire et très motivée, mais très nulle. Donc j'ai toujours, grandi avec cette croyance que, j'étais une cérébrale et pas du tout une sportive. Donc déjà le sport m'a Mmh. permis de casser cette croyance-là et de me rendre compte que bah, tout le monde peut être sportif et que en soi, on n'a pas besoin d'être excellent dans un sport pour être sportif et être en forme. Donc ça, c'est la première chose que ça m'a permis de balayer. Ensuite, ça m'a donné énormément confiance en moi parce que j'en manquais beaucoup et de me rendre compte que je pouvais progresser et que justement le fait de faire mes séances à intervalles réguliers et de faire un petit peu plus à chaque fois et de refaire et de refaire et de refaire, bah, que ça pouvait fonctionner et ça avait déjà un peu ancré en moi ce truc de, bah, si tu es là, si tu fais ta séance, si tu fais un tout petit peu plus à chaque fois, ben ça va marcher. Et du coup, j'avais déjà cette graine de discipline, un peu de fer et ce côté de: «OK, bah, faut mettre toutes les chances de son côté, faut pas lâcher surtout». Faut pas lâcher au bout de 2 semaines parce qu'on n'y arrive pas, faut pas lâcher au bout de 2 mois parce qu'on n'y arrive pas, faut pas lâcher au bout de 6 mois parce qu'on n'y arrive pas. On va finir par y arriver. Donc c'est vraiment le sport qui m'a, je pense, poussée à me lancer et qui m'a donné la confiance nécessaire pour le faire. Et après, ça a été, aussi un exutoire et une manière de tenir parce que, quand je me suis lancée, je voulais que ça fonctionne. Donc je répondais à mes clients, alors pas 24/24 mais de très tôt le matin à très tard le soir, le week-end inclus et les séances de sport, j'en avais 3 par semaine pendant 1 heure et demie et c'était les seuls moments de ma semaine où je ne répondais pas du tout à mes clients et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était OK de pas répondre du tout à ses clients et ça me permettait de me défouler aussi. Donc il y a eu plusieurs rôles, on va dire, du sport dans l'entrepreneuriat, mais c'est sûr que ça m'a énormément aidée sur plein d'aspects. Mmh. Ouais, moi, j'ai vu aussi que le moment où j'ai pris le sport, au sérieux dans ma vie, j'ai vu que il y a eu plein de bénéfices sur mon business et en fait, c'est l'année où mon business a particulièrement, bien décollé donc clairement mais c'est marrant parce que tu vois tous les
beaucoup d'entrepreneurs que tu vois à succès et tout, ils parlent beaucoup du sport et je pense que c'est pas un hasard. Parce que comme tu dis, en fait, il y a plein de bénéfices, ça t'aide à la fois à faire le vide, à travailler ta discipline, ta résilience, le côté, ce qui est plaisant aussi, c'est tu vois ta progression. Mmh. Alors que dans le business, c'est pas forcément toujours le cas. Tu as des périodes où tu stagnes, oui, et tu progresses, mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Mais il y a énormément de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. C'est dingue et très souvent effectivement, c'est l'un va avec l'autre, quoi. Ouais. Enfin, c'est quand même souvent qu'on le voit. Et puis il y a un truc aussi, c'est, tu sais, quand tu, engages un cercle vertueux dans un pan de ta vie, Mmh. et ben, en fait, ça te pousse naturellement à être vertueux dans les autres pans de ta vie. Ben, tu sais, tu fais du sport, donc tu as envie de bien dormir, donc tu as envie de bien manger, donc, Ouais, ben, en fait, tu vas complètement. être bien au travail et en fait, ça crée une espèce de boucle positive qui fait que tout se renforce et tout va dans la même direction. Ouais, complètement. Et tu vois, moi, je connais assez peu de freelances qui ont des vies chaotiques, qui prennent pas soin d'eux, qui font pas de sport, qui dorment mal. En fait, tu peux pas durer comme ça. Tu peux pas durer et je pense que tu peux pas performer non plus. Enfin, je vois mal comment tu peux réussir à justement, tenir un rythme un peu chaotique ou ou sans discipline ou sans prendre soin de toi. C'est dur d'être freelance et je pense que si tu as pas, le cadre, et l'environnement adéquat, n'importe qui tiendrait pas, c'est pas forcément simple tous les jours, déjà quand ça roule bien. Donc oui, effectivement, l'importance du cadre, elle est primordiale. Je change de sujet. Heu, quand tu publiais tous les jours et peut-être c'est le cas, je te repose la question aujourd'hui aussi, c'est est-ce que tu regardes les stats de tes posts? Alors je scrutais à l'époque, je scrute beaucoup, beaucoup moins maintenant. Mais oui, clairement, je regardais les stats de mes posts, je regardais les impressions, je regardais, les commentaires, les republications. En fait, tout donne, une indication. Alors sur LinkedIn, je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais on a très peu d'indications quand même et très peu de stats à suivre. C'est pas forcément simple d'avoir, des stats, très très intéressantes pour pouvoir traquer un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est un peu aussi au feeling. Alors les impressions, ça veut dire quelque chose, mais en même temps, faire beaucoup d'impressions, c'est pas nécessairement qu'on fait un bon post non plus. Ça dépend de l'objectif du post aussi. Un post qui performe extrêmement bien et qui explose et qui fait plus d'1 million d'impressions, moi ça m'est arrivé une fois de faire plus d'1 million d'impressions sur un post, il m'a rien rapporté. Bon bah, heu, est-ce que je suis contente ou est-ce que, c'était pas l'objectif? Donc, je scrutais les stats pour aussi, comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas. Qu'est-ce qui fait des impressions? Qu'est-ce qui fait des commentaires? Qu'est-ce qui fait des republications? Mais, il faut quand même se détacher un petit peu de ce que ça veut dire parce que, les impressions, c'est pas tout, les republications, c'est pas tout, les commentaires, c'est pas tout. Il faut un bon mélange de tout et puis il faut surtout avoir une vision très claire de ce qu'on veut. Il faut regarder à échéance, 3 mois, 6 mois après avoir mis en place sa stratégie. OK, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a eu des clients? Est-ce que, la perception des gens et les retours qu'on en a, ça nous satisfait? Est-ce que, on est aligné avec la posture qu'on prend sur LinkedIn, avec ce qu'on dégage? Ça, c'est plus intéressant selon moi que les stats et les métriques. Mmh. Ouais, effectivement, je te rejoins assez, mais tu mets le doigt sur le fait que, au-delà des stats, il faut aussi, avoir une espèce de feeling général de: «Est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Est-ce que les Complètement. retours que j'ai semblent cohérents par rapport à ce que moi je veux et aux personnes que je veux attirer?» Ouais. C'est comme ça que tu pilotes, du coup, ton contenu, ton LinkedIn? Alors aujourd'hui, oui, parce que du coup, je me suis vraiment détachée énormément des chiffres. Je suis arrivée à un stade où, ça tourne plutôt très bien et que je fasse, 5 000 ou 10 000 impressions sur mon post du jour, je c'est OK en fait, l'important c'est le global et j'ai pas de souci avec ça et je regarde même plus particulièrement, ce que ça donne. Je regarde une fois de temps en temps un petit peu, pour le fun, on va dire. Mais, l'important c'est surtout que les contenus que je publie, j'en sois fière et puis que je sois alignée avec ce que j'écris, quoi. Ouais, OK. Tu disais tout à l'heure que tu publies à 7h45, Oui. il y a une raison particulière?
Pareil, ça c'était un peu, arbitraire au début. J'ai regardé ce qui se faisait généralement. Du coup, ma petite routine d'interaction, le mois avant de publier, je la faisais à peu près vers 8 heures et il y avait, des personnes qui avaient publié leur post depuis 30 minutes, d'autres qui publiaient dans 30 minutes. Je me suis rendu compte que la fenêtre de tir était très souvent entre 7h30 et 8h30, 9 heures. Que c'était aussi une bonne période pour publier parce que c'est un moment où très souvent les lecteurs sont dans les transports, donc c'est un moment où ils lisent pas mal de contenu, ils consomment pas mal de contenu. Je me suis positionnée à ce moment-là arbitrairement au début et j'ai jamais changé, Mmh. pour que ça fasse un peu, une espèce d'habitude, aussi, auprès de mes lecteurs et c'est vrai que c'est pas un horaire que j'ai remis en cause, jusqu'à maintenant. OK. Qu'est-ce qui marche pour trouver des clients sur LinkedIn? Alors ce qui marche pour trouver des clients sur LinkedIn, Donne-nous la recette déj secrète. Alors, déjà, il y a pas de recette secrète. C'est ça Très qui est bien. compliqué. Tous les hacks, les trucs comme Bah ça, oui, c'est voilà, ça fonctionne pas. Pour mince. moi, c'est, du global, c'est une stratégie, bien rodée avec des objectifs qui sont définis, avec des objectifs de post qui sont définis. C'est-à-dire que chaque post qu'on va publier va avoir un rôle et ils auront pas tous le même rôle. Il y en aura qui, auront pour, but d'attirer des nouvelles personnes sur notre profil, de se rendre visible, d'autres d'asseoir sa crédibilité, créer de la confiance avec nos lecteurs, d'autres convertir. Mais un post ne va pas nous ramener 10 clients, c'est très rare. Ça peut, hein, je remets pas en cause ceux qui vantent les mérites de, «Ce post m'a ramené 35 prospects ou 35 prises de rendez-vous», mais j'ai quand même du mal à y croire. Pour moi, c'est plus une stratégie globale et par contre, effectivement, au sein de cette stratégie globale, faire des posts à visée conversion, c'est nécessaire. Donc des posts à visée conversion, ça va être de montrer la transformation qu'on peut apporter à ses clients en partageant des témoignages, des études de cas. Ben voilà, j'ai accompagné un tel, il avait telle problématique, on a travaillé là-dessus, on a mis ça en place et voilà ce que ça a donné au bout de 3 mois et ça, c'est le type de poste qui, alors, ne va pas faire prendre 35 personnes rendez-vous, dans la demi-heure, mais va faire son chemin et les personnes qui sont vraiment le plus intéressées par tes services, bah, vont se dire: «Ah OK, donc elle a aidé tel profil qui me ressemble sur tels aspects et ça a donné ça. OK, je prends note et peut-être que une prochaine fois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 2 mois, dans 6 mois, bah, il y repensera quand le besoin va se faire sentir». Mmh. Donc pour moi, c'est ça la recette pour trouver des clients, c'est faire un bon mix de posts avec différents objectifs pour à la fois étendre son réseau, pour à la fois ancrer sa présence et pour créer des déclics qui vont faire qu'à un moment donné, quand le besoin va se faire sentir, le prospect va faire appel à nous. Mais voilà, un post égale, 25 conversions, non, c'est un peu plus compliqué, un petit peu plus long que ça, on va dire, en termes de cycle de vente. J'ai vu que tu accordais un soin particulier à tes photos, ou en tout cas au visuel de tes posts. Oui. Je veux bien que tu me parles de ça, sur la logique, sur pourquoi, comment tu fais et cetera. Alors, effectivement, les photos, au début, un peu comme tout le monde, j'avais des photos, des selfies, parce que ça avait l'air de bien fonctionner et qu'effectivement, en tant qu'être humain, on aime bien savoir à qui on a affaire. Donc quand on voit un message qui est porté par un visage, ça permet de davantage ancrer, bah, le message. On associe le nom de la personne avec son message, avec sa tête et donc du coup, c'est bien de le faire. Au début, j'avais pas forcément de moyens à consacrer à des photos, professionnelles et cetera et puis j'en voyais pas forcément l'intérêt. Je voyais beaucoup de selfies sur LinkedIn. Je me suis dit: «Bon, bah, moi aussi je vais faire des selfies sur LinkedIn». Hem et c'est à peu près au moment où j'ai décidé de changer de positionnement pour aller vers du ghostwriting, que j'ai fait faire mon premier shooting photo pro, parce que je voulais, justement avoir une image un petit peu plus premium. Mmh. Il y avait déjà beaucoup de ghostwriters à l'époque sur le réseau, des bons, des moins bons, à tous les tarifs, à tous les sur tous les secteurs d'activité
et je m'étais dit que les visuels étaient peut-être une manière de sortir du lot aussi, heu, parce que j'avais un message qui, à la fois, se voulait un peu premium. Par exemple, quelque chose de tout bête, mais c'est à cette période-là que je suis passée du tutoiement au vouvoiement sur LinkedIn, et je suis encore au vouvoiement aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui tutoient, leur audience. Et c'est un petit peu dans cette démarche-là que, je me suis mis donc à vouvoyer, à avoir des photos pro un peu plus travaillées, à être, bien habillée sur mes photos pro. J'ai fait faire aussi un tournage, de vidéo, chez Agence Personnelle, donc de Caroline Mignot, pour aller aussi dans cette démarche d'un peu plus premium, d'asseoir un positionnement qui se voulait en tout cas un peu plus premium. Et c'est vrai que je trouve que ça a fait la différence. Ça m'a permis d'asseoir un positionnement, qui me correspondait, qui collait aussi à mon message. Et voilà, là, j'ai réitéré plusieurs fois, j'ai dû faire 3 ou 4 shootings photos. Il faudrait que j'en refasse un d'ailleurs parce que là, on n'en peut plus de voir toujours les mêmes photos. Mais je trouve que le visuel est important, et je dirais même que le visuel est d'autant plus important aujourd'hui parce que, les standards ont été élevés. Il y a moins de selfies pris un petit peu à la volée, sur LinkedIn, et du coup, je sais pas si aujourd'hui on peut alors sans dire qu'on peut se passer, mais je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'avoir une image un peu premium sur LinkedIn pour sortir du lot. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu, sous-coté, sous-estimé, mais dans la construction d'une image, premium, c'est vrai que le pouvoir enfin, le choix des visuels, a un gros impact. Et à l'inverse, des fois, je vois des freelances qui ont qui font des selfies ou des visuels, dégueulasses, mais je me dis: «Mais c'est en fait, ça brise instantanément toute ta crédibilité et toute ton image de marque». Ouais, c'est C'est dommage. effectivement, c'est dommage, et puis quand on est en concurrence avec, d'autres posts, c'est vrai qu'avoir, un selfie, pixelisé avec une lumière, pas jolie, enfin mal habillé, ou j'en sais rien, ça donne pas forcément une bonne image. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut, absolument investir dans un shooting photo pro pour, que ça fasse pro. C'est absolument pas le cas. Je pense qu'il y a plein de moyens, gratuits, on va dire, de se faire une image un peu pro. Mais c'est vrai que l'image qu'on renvoie, par son message et par son image, on va dire, à proprement parler, les photos, et cetera, il faut que ce soit cohérent, parce que sinon après, c'est dommage, quoi. Ouais. Dernière question sur LinkedIn, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus se faire, des ghostwriters ou d'autres freelances sur LinkedIn? Hem, Ne pas s'y tenir. Ne pas s'y tenir. Classique. Le nombre de personnes, qui étaient, présents, 1 fois par jour, ou même 2 fois par jour, même 3 fois par jour, à l'époque où je me suis lancée, je pense qu'il y en a moins de 10 qui sont encore là aujourd'hui. Et hem et ces 10 là, généralement, ils ont atteint des niveaux où, leur business fonctionne très bien, et où ils ont une certaine, assise sur la plateforme. Ouais, Mais, il y a eu 90 de, personnes qui étaient très, très motivées au moment où je me suis lancée, et puis finalement au bout de, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an et demi, ont quitté le navire pour X ou Y raison. Mais, mais c'est vrai que c'est dommage parce que, c'est le temps qui fait le succès, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne tiennent pas la durée, et c'est normal parce que c'est compliqué, mais c'est dommage. ouais. Du coup, comment toi tu expliques que tu as tenu la durée? Comment tu expliques j'ai une question, hein, c'est comment tu expliques ton c'est quoi ta force? Comment tu expliques ton succès? Alors clairement la discipline, de faire, Mmh, ça c'est sûr, et après de m'être entourée au moment où je sentais, que j'allais commencer à être fatiguée. Donc m'entourer d'une community manager au moment où je sentais que les interactions, que de mettre le réveil, le samedi et dimanche inclus, pour faire mes commentaires, ça commençait à être usant, et ça commençait à me fatiguer, et à plus être un plaisir. Du coup, j'ai investi dans une community manager. Le moment où je me suis autorisée à enlever les week-ends, à me dire que
c'était pas grave de publier 5 fois par semaine, que j'allais pas perdre des opportunités si j'arrêtais. Hem, Quand j'ai encore réduit la fréquence, là, ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'en 2026, je vais encore réduire la fréquence. Et je pense qu'en fait, faut se protéger et le but, c'est pas de se cramer et à chaque fois que j'ai senti que si je continuais comme ça, dans 6 mois, j'allais me cramer, bah, j'ai essayé de mettre en place des actions pour pas que ce soit le cas, parce que c'est pas le but. Donc voilà, essayer de se protéger un maximum et trouver le juste équilibre entre, justement, la discipline de faire et le fait que, pour que ça marche, il faut durer, mais en même temps, pour durer, bah, il faut pas se cramer. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est facile pour toi d'être discipliné? Ou est-ce que tu as eu des périodes, de doute, où tu l'étais moins? Je dirais que c'est assez facile pour moi d'être disciplinée, justement parce que, j'ai conscience des intérêts composés, j'ai conscience OK. faire un petit peu chaque jour, c'est mieux que de faire, 1 fois, toutes les 36 du mois et je pense que je suis tellement convaincue de ça pardon, que, bah, les actions viennent toutes seules derrière, quoi. Je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais ce qu'il me reste à faire et je le fais. OK. Dernière question que je vais te poser. Comment est-ce que tu te vois ou tu vois ton activité dans 5 ans ou 10 ans? Est-ce que tu te projettes aussi loin que ça? Est-ce que tu réfléchis à ça? Ou tu es plutôt dans l'instant en disant: «Voilà, j'ai des missions pour, 3 mois, 6 mois et puis, on verra la suite»? Alors un peu les 2, un peu les 2. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, notamment, LinkedIn a tellement évolué en 2 ans et demi, l'IA a tellement pris de place en 2 ans et demi que dans 2 ans et demi, je sais pas trop où est-ce qu'on en sera et je sais pas si le métier que je fais aujourd'hui sera encore, pertinent, en tout cas dans sa forme actuelle. Je suis assez convaincue que l'IA va pas me remplacer de sitôt, mais je pense que ça va remplacer certains pans de mon métier, et que ça évolue tellement vite que, bah, il faut aussi évoluer en même temps que la technologie, en même temps que le marché, en même temps que la plateforme LinkedIn qui, a dépassé, je crois, cette année le milliard d'utilisateurs, qui va continuer de grossir et qui va continuer d'avoir de plus en plus de créateurs de contenu, de plus en plus de concurrence. Donc, il y a des choses qu'on peut maîtriser et il y a des choses où il va falloir s'adapter. Donc, j'essaye de faire un bon mix des 2. OK, moi ce que je vois, c'est mon activité dans, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je la pilote avec, les clients que j'accompagne. J'ai la chance de pouvoir accompagner des clients sur du long terme, donc ça me donne de la visibilité aussi. J'ai pas besoin de trouver des nouvelles missions tous les mois. C'est des missions que j'accompagne en ghostwriting, bah, du coup, ça me donne justement une certaine visibilité. Ça, c'est bien. Par contre, à 5 ans, à 10 ans, je trouve que c'est compliqué, de me dire que, je ferai encore ce métier, que je ferai encore ce métier dans ces conditions-là. Heu, donc hem, donc voilà, je pense que, il y aura toujours des besoins en communication, mais peut-être pas de la même manière. Ça t'angoisse? Non, pas trop, parce que j'ai réussi à monter une activité, freelance, de zéro et du coup, j'ai pas peur de devoir le refaire, sur un autre modèle. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui le disent, on passe des niveaux, en fait. On commence, comme dans Super Mario, tout petit et puis on passe les niveaux et on acquiert des compétences et puis, on prend, un champignon qui nous fait grandir et puis après on prend le truc de fleur, qui nous fait, jeter du feu et du coup, si on venait à redémarrer de zéro sur une nouvelle activité ou sur un nouveau marché ou quoi que ce soit, ce serait pas comme redémarrer de zéro. En fait, on repartirait avec des armes qui sont beaucoup plus puissantes et du coup, je me dis: «Ça me fait pas peur» parce que, si je devais, pour X ou Y raison, que ce soit de la lassitude ou que ce soit, l'IA qui me remplace parce qu'il y a un super outil de ghostwriting qui sort et que du jour au lendemain, on n'a plus besoin de moi, bah, je ferais autre chose, en fait. Je pense qu'il y a des basiques qui, une fois qu'on les a acquis,
Ouais. permettent que ça aille beaucoup plus vite. Trouver son positionnement, trouver sa cible, trouver sa niche, savoir se vendre, savoir parler à ses clients. Déjà, quand on a compris tout ça pour une activité, bah, c'est duplicable pour plein d'autres activités. Ouais, ouais, je te rejoins à fond, toutes les compétences que tu as, en fait, quand tu es freelance, elles sont transposables, même en tant que salarié, Ouais, en fait. Tu apprends tellement de choses, tu apprends 1000 fois plus vite sur des contextes 1000 fois plus, exigeants qu'en fait, tu peux te réinventer si tu te le permets, si tu restes dans cette logique, d'apprendre des choses, d'être prêt à se réinventer. Globalement, ça se passe bien, quoi. ouais. Oui, oui et puis d'ailleurs, il y a plein d'exemples de personnes qui ont bifurqué d'activités et en fait, l'une ou l'autre des activités, ça fonctionne parce que, pas parce que c'est eux ou pas parce qu'ils ont eu un coup de chance et que, alors ça veut pas dire qu'il faut passer du coq à l'âne, complètement. On peut perdre aussi un peu son audience à changer tous les 4 matins de business. Mais en tout cas, on a des bases qui permettent d'avoir, une offre qui est bien ficelée, qui parle, à la bonne cible, qui va cibler une vraie douleur et du coup, une fois qu'on a ça, on peut se positionner sur, entre guillemets, «à peu près n'importe quoi». Je valide. Merci beaucoup pour ton temps, Jeanne, c'était génial. Merci à toi. Écoute, c'était très cool.